Bien, bonjour. Je suis avec Christine Normandin, députée de Saint-Jean, parce que les travaux du comité sur la procédure vont reprendre aujourd'hui et il me semble nécessaire de réitérer. On va le faire sous la forme d'invitation. L'invitation au premier ministre à accéder à la demande que fait le Bloc québécois, que fait aussi le NPD, de mettre en place une enquête publique et indépendante et en vue d'assurer l'indépendance d'une telle enquête, de faire en sorte que la personne qui en présidera les travaux soit sélectionnée avec l'aval du Parlement et des élus. Je pense que le gouvernement n'a rien à perdre à faire cet exercice. Je pense qu'il aurait en main un outil pour rétablir la confiance des gens envers le système électoral et qu'il aurait aussi une occasion de s'équiper et de prémunir l'État pour éviter que des tentatives d'ingérence dans les élections, quel que soit le succès qu'elles ont eu en 2021, qu'on l'exagère ou qu'on le minimise, en fait, ça ne se quantifie pas de façon claire, mais que, bien sûr, un régime étranger, et nommément la Chine, n'ait pas le goût ou la capacité de faire davantage en termes d'ingérence et d'intrusion dans le processus électoral lors d'une prochaine élection. Alors voilà, j'espère que le premier ministre accédera à cette demande qui est tout à fait raisonnable et dans le sens du bien commun et de l'intérêt public. Pour vous, quelle valeur vous attribuez au rapport de Maurice Rosenberg? Il ratisse très large. Il donne une vision qui pourrait avoir l'air apaisante, qui fait abstraction de certains éléments historiques et qui souffre beaucoup d'un déficit de crédibilité. Pour deux raisons. Les travaux du groupe de travail n'étaient pas publics et un enjeu, s'il est un enjeu qui doit être public et transparent, c'est bien celui du processus électoral. Et d'autre part, sans juger des états de service de M. Rosenberg, il est évident que sa proximité avec la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, qui aurait reçu des sommes de donateurs d'origine chinoise, ce qui en soi n'est pas l'objet de l'enquête, mais crée une apparence de proximité et permet de se poser des questions sur la véritable indépendance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et c'est une illustration du fait que la Chambre des communes devrait être appelée à sélectionner la personne qui présiderait aux travaux d'une commission d'enquête plus étoffée et publique. Est-ce que ça ressemblerait à la commission Rouleau, concrètement, là, pour donner une idée à Il y a plusieurs formules possibles qui sont des déclinaisons, c'est prévu par la loi. Ça pourrait être ça pourrait être plus comme commission Gomery, il y a plusieurs hypothèses. Je pense d'ailleurs que, plutôt que de minimiser ou d'invoquer un très étrange argument de racisme contre la communauté chinoise, qu'on doit au contraire protéger, parce que ce sont des ressortissants chinois qui ont subi de l'intimidation du régime chinois. Donc, ils méritent d'être protégés, ils ont besoin d'être protégés et d'être assurés, ces gens-là. Mais je pense qu'entre tous les sujets possibles, s'il en est un qui devrait faire en sorte que le premier ministre convoque ses collègues et les écoutez, voici comment je pense qu'on devrait procéder. Et ça, en soi, déjà, ça enverrait un message intéressant et rassurant à la population qui verrait que tous les partis politiques travaillent pour préserver l'intégrité de notre processus électoral. Une enquête pourrait réduire les risques d'ingérence. Obtenir de l'information. Une enquête va chercher un nombre ou un volume significatif d'informations et tu as une meilleure connaissance de ce que sont les pratiques de ce qui devient une espèce d'adversaire dans ce contexte-là. Alors, on a une ingérence du régime chinois qui, évidemment, est une dictature qui n'est pas particulièrement proche de l'idée de démocratie, dont on veut connaître beaucoup plus de choses. Il n'est pas dans la nature et dans l'ADN d'un service de renseignement de sécurité d'aller tout révéler sur la place publique. Mais dans un contexte comme la nécessité de mettre en place des mesures pour protéger notre processus électoral, il est nécessaire que ce soit public et qu'on en sache le plus possible. Le plus on en saura, le mieux on sera à même de mettre en place des mesures pour protéger la démocratie et de dire à la population un peu deux choses.
Oui, vous pouvez avoir confiance dans votre système, puis n'oubliez pas que nous sommes chanceux d'être dans une démocratie, parce qu'il y en a qui ne vivent pas dans une démocratie. Il y a des régimes qui ne sont pas démocratiques et qui essaient d'altérer le nôtre. Est-ce que, parlez-moi du seuil pour rendre des informations publiques à la population. Hier, cette question-là a été un peu pelletée en avant dans le rapport. Est-ce que toute ingérence devrait être signalée pendant une élection, d'après vous? Quand dans le même rapport, tu dis non, il n'y a pas eu matière, mais que le régime chinois se vante lui-même d'avoir eu une influence dans 2 circonscriptions, bien, tu dis, OK, il y a une contradiction. À partir d'ingérences réussies dans combien de circonscriptions on intervient? 1, 5, 12, 14? Bien, j'en pense que dès qu'il y a une circonscription qui est de façon démontrée l'objet d'un changement ou d'une altération vraisemblable du résultat, bien, c'est déjà grave. C'est d'autant plus grave, d'ailleurs, dans une composition de la Chambre des communes qui est minoritaire. Donc, où est le cap? Et le cap, il est là où on se sent en sécurité avec notre système. Et à partir du moment où il y a quelqu'un au Service canadien de renseignement de sécurité qui a jugé pertinent de prendre sur lui de parler aux médias, bien, c'est parce que cette personne-là qui connaît forcément ça et dans la machine du SCRS trouvait que c'était sérieux, trouvait que c'était grave et trouvait que ça devait se rendre au public. À partir du moment où c'est public, à partir du moment où c'est en effet dans le Globe and Mail puis sur Global, il y a forcément une nécessité pour l'État de réagir à une information qui est devenue publique. Et ça soulève aussi l'autre question. À quel moment le premier ministre a su quoi? Il développe une expertise extraordinaire pour clamer son ignorance de choses qu'il devrait savoir. Il y a des collaborations entre les services de renseignement des pays occidentaux qui existent et qui passent forcément par un minimum d'informations au conseil privé. Donc, à quel moment le premier ministre a su quoi? Je pense qu'on peut se poser des questions et qu'il faudrait les lui poser à lui aussi. Pouvez-vous élaborer un peu sur la question du racisme? Parce qu'on a entendu M. Trudeau, et puis là, je résume en mes propres mots, mais qu'il y a un danger là, d'aborder cette question-là dans les médias, de la façon dont c'est abordé, et qu'il ne faudrait pas taper sur la tête des ressortissants chinois. Est-ce que ça existe, ce risque-là, qu'il y ait un dérapage raciste avec ce dossier-là? Je trouve le raisonnement de M. Trudeau là-dessus, je trouve farfelu. Le régime, l'État canadien a la responsabilité de protéger les ressortissants chinois qui sont victimes d'intimidation. C'est son devoir. Alors, demander qu'on protège des citoyens canadiens qui ont droit de vote et qui sont d'origine chinoise n'est certainement pas être raciste à l'encontre des gens d'origine chinoise. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a comme un réflexe à tout vent de placer le mot racisme. C'est comme si le mot racisme était le glutamate de la politique. Si ça goûte à rien, on va dire le mot racisme. Si c'est vide, on va dire le mot racisme. Mais dans le cas présent, ça n'a pas rapport. C'est comme s'il était raciste de dénoncer les Russes qui envahissent l'Ukraine. Puis il a dit non, mais non, vous n'êtes pas correct envers les Russes. Je pense qu'il y a une puissance étrangère qui, en termes géopolitiques, économiques et même militaires, et même en termes de ressources de technologie de l'information, est beaucoup plus puissante que le Canada, qu'elle fait une ingérence, qu'il faut intervenir, puis que oui, elle est étrangère. Donc, c'est forcément pas du monde de Drummondville. Chez vous, Bloc québécois, avez-vous déjà détecté ou eu des soupçons d'ingérence étrangère dans votre parti? On voit des fois, là, quand l'Inde est fâchée après Justin Trudeau, on voit le mouvement souverainiste québécois revient à la télévision en Inde. Il y a des internautes tout à fait normaux et légitimes qui sont capables de s'agiter sans faire partie d'une organisation. Évidemment, ça va de soi, là. Moi, je ne permettrai pas que le Bloc québécois fasse des opérations systématiques avec des faux comptes en série. Mais je sais que ça se fait au Canada, ça se fait probablement par des formations politiques. Lorsque je commence à recevoir des courriels inélégants, de comptes avec des noms qui n'existent pas ou qui ont 4 abonnés, puis on le voit, on reconnaît les opérations. Mais là, il n'est pas question de juste des opérations sur les réseaux sociaux. Il est question d'intimidation très directe. Il est question d'argent investi dans des circonscriptions. C'est donc c'est une autre opération. Vous n'avez pas vu d'ingérence pour favoriser le Bloc? Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. On ne sait pas que qui que ce soit aurait eu une pareille volonté. On n'a pas senti un effet qui ressemble à ça de quelque façon au bénéfice du Bloc. Non, je ne vois rien de tel.
Le fait que M. Trudeau résiste à l'idée d'une enquête publique, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça contribue peut-être à une forme de cynisme, à une forme de bris d'un lien de confiance que les électeurs peuvent avoir avec le système, justement, s'il n'y a pas cette enquête-là? C'est sûr que tu as ton service de renseignement de sécurité, ton FBI puis ta CIA à toi, là, qui te dit, Monsieur le Premier ministre, on a peut-être un problème avec le système électoral, c'est hautement crédible, puis le Premier ministre dit, mais non. Évidemment, les gens se posent des questions, surtout venant de quelqu'un qui a la fâcheuse habitude de tout banaliser jusqu'à ce que ça éclate. Je pense que le premier ministre a encore largement l'espace pour rapidement dire « OK, on va faire une commission d'enquête » parce que ça ne peut pas lui faire de mal de quelque façon que ce soit. Soit on identifie des procédures contre lesquelles il faudra se prémunir face au régime chinois, ou il ne s'est rien passé, puis tout le monde retrouve la confiance. Il n'a rien à perdre, mais il faut que le processus soit indépendant. Et la façon d'assurer l'indépendance, c'est bien sûr dans la nomination de la personne qui précédera les travaux. Outre la pression politique, avez-vous des leviers pour l'amener à accepter ça? Pas vraiment. Hein? Je veux dire, l'opposition est un peu limitée dans ses moyens. Bon, oui, mais ça, c'est toujours vrai. On est dans une démocratie. Les gens vont voter éventuellement. Le gouvernement accumule un passif. Les gens se disent OK. On réalise que lorsqu'on a une forte délégation qui donne la balance du pouvoir au Québec, on est mieux représenté, ou on est plus heureux avec un, ou on est plus heureux avec l'autre. Ça appartient aux gens. Mais nous, on fait la démonstration. On a des outils parlementaires qu'on est en train d'étudier pour faire des interventions qui vont demander à la Chambre de se prononcer. Est-ce qu'il aurait été important que Cathy Telford témoigne devant le comité? Selon vous, pourquoi? Je pense que toute personne qui est capable de révéler de l'information pertinente qui, en soi, parce que ça, je le comprends, là, une information qui, en soi, ne compromet pas la sécurité de quelqu'un ou des citoyens, devrait se présenter en comité et révéler l'information. Lorsque tu es un serviteur de l'État de très haut niveau, comme directrice de cabinet du premier ministre, tu as des comptes à rendre s'il y a des enjeux dans lesquels tu as été impliqué. Merci. Bien le bonjour. Au plaisir. Bonne journée.